Eh bien, bonjour à tous. Donc, bienvenue sur ce premier webinaire de l'équipe WeDid. Nous allons aujourd'hui parler de la réalité virtuelle, VR, et de la data qui en découle, et comment elle peut être appliquée à l'ensemble du secteur. Moi, pour ma part, du coup, je m'appelle Quentin Sabaté. Je suis en Master 2 à l'ISEC de Toulouse et j'ai rencontré la société WeDid lors d'un atelier Pitch VR, donc de formation en réalité virtuelle au sein de l'ISEG. J'aime bien me définir comme un futur influenceur LinkedIn. Donc, c'est vrai que LinkedIn, c'est un réseau social très important aujourd'hui. C'est assez marrant. Sinon, en termes de qualité et capacité, compétences, je suis aujourd'hui encore apprenti à 90%. J'adore le marketing dans l'innovation et je suis quelqu'un de curieux, d'où ma présence aujourd'hui sur ce webinaire. Il faut savoir que du coup, on essaiera d'en proposer de nouveaux par la suite. Donc, je vais laisser parler mes collaboratrices et Chris. Donc, je suis la présidente de WeDid. Nous accompagnons en fait nos clients et les entreprises et les établissements d'enseignement supérieur dans leur stratégie de développement des compétences. Et pour cela, en fait, on mobilise nos expériences. Donc, pour ma part, j'ai 20 ans d'expérience dans le management et l'innovation, et aussi nos expertises dans la data, la formation et l'innovation plus généralement. Voilà, je vais passer la parole à Aurore maintenant. Du coup, moi, je suis spécialisée en tout ce qui est digital learning. J'ai fait un master 2 en sciences de l'éducation et je continue dans cette branche-là au sein de WeDid en apportant la touche pédagogique, gamification au sein des contenus digitaux qu'on peut réaliser et produire. Donc, je vais commencer par vous présenter le sommaire que vous avez dû recevoir par mail. Donc, on va aborder la VR, qu'est-ce que c'est, de manière assez classique pour donner une base commune à tout le monde. Et ensuite, on va aller un peu plus dans le détail avec la data dans la VR et comment on fait un projet de VR. Qu'est-ce qui est intéressant de faire en VR. Donc, sachant qu'à chaque fin de chapitre, donc il y en a 3, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat et on y répondra à la fin de chaque partie. Donc, il y aura la même slide à chaque fois et c'est Quentin qui animera les questions et qui gère le chat d'ailleurs. Je ne sais plus si tu l'as dit tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que la VR? Donc, en fait, il y a 4 réalités aujourd'hui. Vous avez la vraie vie, donc ce que vous vivez au quotidien. Et après, vous avez la réalité étendue, qui englobe 3 réalités. La réalité augmentée, donc comme Pokémon Go par exemple, ça se superpose sur la réalité. La réalité mixte, et puis la réalité virtuelle. Donc d'ailleurs qui est cachée par ma photo, donc je vais changer. Voilà. Donc la réalité étendue est un mix en fait de ces 3, ça permet de tout englober et de parler de la réalité augmentée, VR, réalité mixte. La réalité virtuelle, c'est ce qu'on va aborder tout au long de ce chapitre. Et surtout, comment on va l'utiliser et avec quoi. Donc la réalité virtuelle s'utilise avec des casques, contrairement à la réalité augmentée qui va s'utiliser avec une tablette, par exemple un smartphone. Donc sur les équipements de VR, il y a plusieurs typologies de casques. Donc je ne sais pas si vous les connaissez tous, et c'est aussi pour ça qu'on va en parler. Donc par exemple le premier, qui est le Samsung Gear, lui est plutôt un peu similaire à une cardboard. Donc c'est avec un smartphone, donc c'est la puissance de calcul d'un smartphone. Donc ça limite quand même énormément le rendu graphique. Et également ce qu'on appelle le FOV, donc c'est le champ de vision. Donc le champ de vision humain, il est autour des 200 à 220 degrés. Donc ça, vous le retrouvez sur... ça veut dire que vous voyez globalement, si vous mettez vos mains sur le côté de vous, vous allez voir, en regardant en face, vous allez voir vos mains quand même assez loin. Avec le cardboard ou Samsung Gear, vous êtes à 90 degrés. Donc ça limite énormément votre champ de vision. Quand on est sur le deuxième casque, c'est un casque autonome type Quest, donc d'Oculus. Vous avez le Focus également chez Vive et également d'autres. Là, le champ de vision, plutôt autour des 100 degrés, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, ça utilise plutôt la puissance de calcul du casque, donc ça reste limité en termes de qualité graphique, par exemple.
Le troisième, qui est en photo, c'est le Cosmo. Donc, c'est un casque filaire qui utilise la puissance de calcul d'un ordinateur. Donc, il faut un ordinateur assez performant et puissant pour qu'on puisse avoir un rendu de qualité et pour que ça puisse tourner également. Donc, c'est ce qu'on appelle plutôt des PC de gamer. Une bonne carte graphique, une bonne RAM, etc. Donc, ça, on pourra vous renseigner là-dessus plus tard. Là, le FOV, du coup, le champ de vision est beaucoup plus élevé. Il est entre 100 et 110, plutôt 110 degrés. Donc, ça permet quand même d'être dans un environnement très correct pour faire de la réalité virtuelle. Après, le dernier casque, donc c'est un Pimax. Là, on est au-dessus des 170 degrés. Il y en a qui vont jusqu'à 200 degrés. Après, le prix, il est aussi en conséquence. Donc, on va pas forcément rentrer dans le détail. Ce qui est important de retenir sur les équipements, c'est pas tellement si les degrés vont jouer, enfin la FOV va jouer. Par contre, ce qui est important de se dire, c'est que le champ de vision, un grand champ de vision, ça va être un atout, mais c'est pas forcément nécessaire pour une bonne expérience en réalité virtuelle. En fait, ce qui est vraiment essentiel, c'est la concordance parfaite entre la taille de votre écran et le champ de vision que vous allez avoir. En fait, le pire qu'il peut y avoir dans une expérience en VR, c'est quand il y a une bordure noire qui est causée par une mauvaise concordance de ces deux éléments. Et ça, en fait, ça va vraiment gêner la mise en immersion de l'apprenant ou de la personne qui veut jouer, par exemple, parce qu'on s'en sert également pour jouer. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi une autre chose à prendre en compte qui peut être gênante avec les cardboards, par exemple, c'est ce qu'on appelle le motion sickness, donc le mal des transports globalement, et donc ils vont donner un mauvais effet à l'apprenant, à la personne qui utilise le casque, qui va être malade. C'est vraiment ça les principaux impacts. Et pareil avec quand l'expérience elle est mal faite et qu'il y a un temps de rafraîchissement, donc l'image en fait elle va mettre trop de temps par rapport à mon mouvement de tête, là aussi on va être malade. Ce qui peut être fréquent sur des casques autonomes, en tout cas plus fréquent qu'avec des casques filaires qui vont utiliser un ordinateur et donc la puissance de l'ordinateur. Du coup, pour vous rendre compte un petit peu du rendu, donc là sur l'image de droite on est vraiment sur un rendu en réalité virtuelle. Donc nous avons créé pour une expérience. Donc ce qui est important de retenir sur la réalité virtuelle, c'est que alors déjà on développe pour des casques, donc c'est pas le même développement pour chaque casque. Donc il va y avoir une certaine méthodologie à avoir pour développer sur smartphone, après sur un casque autonome, etc. Donc il va falloir déterminer le casque qu'on utilise. Et surtout en VR, on peut utiliser même les 5 sens. Donc ça coûte très cher à partir du moment où on veut utiliser 5 sens. Donc on peut utiliser les mains en réalité virtuelle, donc pas forcément utiliser de manette. On peut jouer sur les odeurs, c'est dans une salle immersive. On va pouvoir jouer sur les capteurs biométriques, sur l'odorat, sur le goût, le toucher. Enfin voilà, tout ça, ça pourrait être fait dans le temps. Aujourd'hui, on est plutôt sur des expériences assez simples. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'immerger dans une réalité qui est différente ou la reproduire. Donc là, c'est un appartement qui a été reproduit. Des situations qui sont complexes et dangereuses, et on peut faire autant d'interactions que l'on veut. Donc, selon l'objectif que l'on a également, c'est que la réalité virtuelle peut être très réaliste, comme ce que je vous montre, mais également ressembler à des images de dessins animés. Ça va pas forcément impacter l'immersion qu'on a à avoir, parce qu'on est projeté dans l'environnement. Et c'est toute la force, en fait, de la réalité virtuelle. D'ailleurs, il n'y a pas une seule définition de la réalité virtuelle. Ce qui est globalement évoqué, c'est que la réalité virtuelle va permettre de lever des barrières en simulant des interactions, des comportements, des perceptions, et d'adosser l'enseignement à la pédagogie expérientielle. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir, et on va pouvoir reproduire des situations de crise, de risque, d'urgence, en gommant toute mise en danger, et permettre un entraînement qui va favoriser l'essai-erreur. Et c'est ça qui est hyper important, c'est d'être dans des situations que je vais pas forcément vivre tous les jours, mais j'y serai préparée pour la suite. Donc voilà, donc il faut aussi pas oublier de distinguer la réalité virtuelle vidéo 360. Donc il y a des différences qui sont pas négligeables. Donc la vidéo 360 va être moins coûteuse déjà sur l'aspect financier, sur une expérience dite sur mesure, voilà, ça va être moins cher la vidéo 360. La grosse différence, ça va être que la vidéo 360, c'est un environnement filmé, donc avec une caméra 360, on voit le vrai environnement. Par contre,
c'est pas interactif. Ça limite toutes sortes d'interactions à pouvoir avancer, reculer en mettant des points, comme des points d'intérêt, si je peux dire, et on va se déplacer. En réalité virtuelle, on va pouvoir tout faire. Prendre un objet, se déplacer, et surtout, obtenir des datas d'apprentissage pertinentes et utiles, que ce soit pour le formateur, le coach, l'apprenant ou même l'entreprise. Donc ça, on y reviendra par la suite. Maintenant, je vais passer la main à Anne-Sophie, qui va prendre le relais sur la partie suivante. Voilà, super, merci. Donc, le chiffre qui circule le plus, mais ça c'est un chiffre pré-Covid, donc probablement ce chiffre-là va être plus important. On parle de 12 milliards en Europe de l'Ouest sur le marché des usages en entreprise, donc le B2B. Alors moi, derrière ce chiffre, en fait, qui est certes considérable, ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'il y a de plus en plus de cas concrets, des usages. Chaque jour, en fait, des gens s'entraînent en réalité virtuelle et améliorent leurs compétences. Chaque jour, ils sont plus nombreux aussi. Et chaque jour, ils apprennent en faisant. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. J'ai envie de dire, enfin, ils apprennent en faisant. Par exemple, c'est le cas des employés de Walmart ou de la police suédoise, ou bien encore des médecins de l'hôpital pour enfants de Los Angeles. Et pourquoi je dis enfin ? En fait, ça fait 2500 ans qu'on sait. Et les premiers pédagogues, en fait, dont je parle, ce sont les philosophes grecs. Ils nous ont laissé une trace, et parmi leurs traces, on comprend qu'ils cherchaient à comprendre comment on apprend, pour pouvoir mieux enseigner, en fait, puisque ce sont des pédagogues et leur objectif, il est vraiment là. Nous aussi, on est des pédagogues et on s'inspire beaucoup de Aristote, qui lui disait « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. » Et avec la réalité virtuelle, en fait, on peut prendre cette habitude, on peut s'entraîner au quotidien. C'est ça qui est vraiment intéressant. On peut aussi démocratiser l'accès aux formations à des gens qui n'ont pas la chance d'être suivis par des coachs ou des professeurs particuliers. Sur ce slide-là, en fait, c'est la théorie de quelqu'un qui s'appelle Edgar Dale, qui a théorisé, en fait, en comparant différents modes d'apprentissage. Et on voit en fait que la meilleure façon d'apprendre, et la meilleure façon de retenir, c'est on retient ce que l'on fait. La neuroscience, qui est actuellement très en pointe, nous a appris aussi beaucoup de choses sur la façon dont le cerveau apprend. Et la réalité virtuelle, en fait, permet de mettre en pratique finalement les enseignements qu'on a des philosophes grecs, du bon sens paysan et aujourd'hui la neuroscience. Et si on passe au slide d'après, on va prendre un cas concret. Voilà, nous aujourd'hui, on travaille sur un simulateur pour apprendre à passer des entretiens de recrutement et aussi à faire passer des entretiens de recrutement. Donc, recrutement pour décrocher un job, ça peut être aussi une soutenance pour un examen, pour un étudiant. L'idée, c'est que pour aider notamment les demandeurs d'emploi qui malheureusement sont de plus en plus nombreux, on a mis en place un simulateur dans lequel je vais pouvoir m'entraîner. Par exemple, si on prend Mathieu, il est timide, il est peu à l'aise à l'oral, il a les compétences techniques, mais il ne sait pas les valoriser. Dans le simulateur, il va se retrouver face à un recruteur qui va le questionner. Et au début, ça va être compliqué pour lui. Mais plus il s'entraîne, plus le niveau de simulation va s'adapter à sa progression et plus les questions sont précises et plus il va prendre confiance. Et on sait que la confiance est extrêmement importante dans l'acquisition des compétences. Du coup, il est prêt à s'entraîner avec son conseiller Pôle emploi, par exemple, ou le conseiller carrière de son école. Et quand il passera le vrai entretien, ses chances de décrocher le job seront bien plus importantes. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse. On va passer aux questions, s'il y en a sur le chat. Quentin ? Du coup, non, nous n'avons pas de questions. Cependant, du coup, on peut faire un petit résumé de la première partie qui regroupait la découverte sur la VR et notre positionnement sur ce segment. Et on va du coup approfondir, si vous n'avez pas de questions, sur la deuxième partie qui concerne plus les datas. Donc j'attends toujours un peu pour voir si les questions n'arrivent pas, parce que je sais qu'il y a un petit décalage. Je vais reprendre la suite. Donc on va aborder plutôt la thématique VR et data. Donc, je ne sais pas si vous connaissez vraiment tout ce qu'on peut gagner en termes de performance avec la réalité virtuelle. Et en fait, il faut savoir qu'on peut former jusqu'à 4 fois plus vite les employés
Donc, c'est-à-dire qu'on va gagner énormément de temps. C'est-à-dire que sur 2 heures d'un cours plutôt présentiel, on va mettre seulement 30 minutes en utilisant la VR. Donc, c'est 4 fois plus rapide. Même si on tient compte du fait de réviser, de s'équiper, d'apprendre à utiliser un casque de VR, les apprenants, ils vont quand même se former 3 fois plus vite, ce qui est pas du tout négligeable. Et surtout sur un plan émotionnel, donc les apprenants sont plus impliqués, donc 3,75 fois plus liés émotionnellement au contenu qu'ils vont vivre, et plus connectés également par rapport à un apprentissage en ligne. Donc c'est quand même très intéressant d'utiliser la réalité virtuelle dans des formations. Donc ils vont mieux se connecter, mieux comprendre et se souvenir des choses plus profondément lorsque les émotions sont impliquées. Donc vu qu'on a plus d'émotions en VR, on retient plus facilement. Une autre donnée qui est importante, c'est qu'il y a une meilleure confiance des apprenants en eux. Donc ils sont 40% plus confiants qu'après une formation en présentiel. Donc ça, c'est utile, par exemple, pour des débutants qui connaissent pas le métier sur lequel ils vont devoir être projetés demain. Donc, ils vont pouvoir être entraînés et ils vont avoir un gain de confiance non négligeable de 40%. Donc, c'est vraiment très important. Et surtout, ils auront appris grâce à la formation en VR. Donc, ça se sent beaucoup aussi sur des apprentissages qui sont non techniques, donc sur ce qu'on appelle les soft skills. Donc là, la confiance en soi est un facteur clé de réussite. Par exemple, sur une prise de parole en public, on connaît bien le sujet, on pourra en reparler d'ailleurs si vous voulez après. Sur une prise de parole en public, quand on s'entraîne, forcément, on va être mieux préparé, mieux gérer son stress, etc. La VR va permettre de réaliser tout ça, soit en autonomie, soit avec un formateur, un coach, pour justement se perfectionner. C'est intéressant d'être avec un coach qui va nous débriefer derrière sur nos éléments de stress. Donc voilà, on va pouvoir vraiment s'entraîner à ce domaine, tout comme le disait tout à l'heure Anne-Sophie, avec les entretiens de recrutement. Donc c'est vraiment voilà, une amélioration en fait de ce qu'on peut vivre en dehors de la VR pour s'entraîner. Là, en VR, on va être mieux projeté, mieux préparé, etc. Sur ces aspects-là, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est comment on va pouvoir analyser tout ce qu'on fait en VR et pourquoi, à quoi ça va servir. Parce que là, je vous donne la confiance en soi, mais derrière, il y a d'autres données qu'on peut traquer. Et c'est ça qui est intéressant de voir en réalité virtuelle, c'est que ça va pas uniquement s'arrêter à des données que l'apprenant va percevoir après dans son quotidien. C'est qu'il y a d'autres données qu'on peut récupérer qui vont être intéressantes pour lui, parce que les datas qui en VR sont très riches. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'analyser les comportements humains dans la VR pour améliorer derrière l'efficacité des processus. Donc, aujourd'hui, souvent, les contenus de réalité virtuelle sont déposés sur une plateforme dite LMS, donc Learning Management System, qu'il y a dans les entreprises. Il y en a des gratuits, des payants, etc. Par contre, les datas vont être très limitées. Donc, elles vont se limiter à qui va se connecter, le temps passé, et s'il y a des questions, les réponses aux questions, si elles sont validées ou non. Ça reste quand même très sommaire et un pourcentage de réussite. En VR, on peut aller beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, on peut tout récupérer. C'est ça qu'il faut se dire. On n'a pas de limite. La limite va être le traitement des données derrière et comment on va les interpréter. C'est uniquement ça la limite en fait des datas en VR. Donc par exemple, on va pouvoir traquer le déplacement de la personne en réalité virtuelle. Où est-ce qu'elle est allée? Est-ce qu'elle a passé du temps sur cet objet qu'elle devait saisir? Parce qu'elle a hésité peut-être entre deux objets. On peut analyser la voix également. Donc sur une prise de parole, ça va être est-ce que la personne a eu beaucoup de blanc? Est-ce que elle a utilisé des mots négatifs, positifs, des phrases trop longues? Voilà. Donc tout ça, on peut l'analyser, le récupérer. Il y a également si la personne a regardé au bon endroit, donc avec l'eye tracking, les mouvements du corps, on peut mettre des capteurs. Rien qu'avec les manettes, déjà on peut savoir si la personne elle a bougé à droite, en haut, en bas par rapport à sa posture et sa tête. On peut mettre des capteurs de pouls pour savoir si la personne est stressée et donc adapter les expériences en fonction du stress. Voilà. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant dans la réalité virtuelle, c'est de pouvoir utiliser toutes les données qui sont à notre disposition. Donc nous on travaille sur cette partie-là, on fait de la R&D justement pour savoir quelles sont les données les plus pertinentes à analyser et à utiliser après dans des tableaux de bord pour l'apprenant, pour l'entreprise, pour le formateur et l'aider en fait dans la démarche d'apprentissage.
Donc, notre plateforme, c'est comme un LMS, si vous voulez, mais qui va pouvoir analyser les données de VR, vraiment typiquement adapté à la VR, et voilà, on la propose sous format de licence. Maintenant, je vais passer le relais à Anne. Donc, on va parler effectivement maintenant qu'on a vu pourquoi c'était efficace d'un point de vue pédagogique et apprentissage. Évidemment, il faut regarder qu'est-ce qui se passe d'un point de vue économique à l'échelle d'une entreprise ou d'une université. En fait, aujourd'hui, pour développer une expérience de réalité virtuelle sur mesure, il faut mettre 100 000 euros minimum. Après, évidemment, ça va varier en fonction de la longueur, du degré d'interaction, voilà, de plein de paramètres, mais c'est minimum 100 000 euros. Maintenant, si on est sur une approche dite sur étagère, où en fait l'apprenant se connecte et il a le choix dans une bibliothèque où il va choisir le simulateur qui va bien, et bien là, déjà, on va abaisser le coût d'entrée puisque l'entreprise ou l'université ne paiera plus que des droits d'usage, en fait. Un peu comme quand au lieu d'acheter un film, je vais m'abonner à Netflix. Voilà. Et dans le cas d'une entreprise, au lieu de faire produire un film, je vais prendre un abonnement. C'est un peu cette analogie-là. Et donc, très rapidement, et ça, c'est aussi issu de l'étude de PwC, ils ont démontré qu'en fait, très rapidement, la réalité virtuelle va être moins chère que la formation présentielle. Pourquoi ? Parce que à chaque formation présentielle, en fait, on paye. Dans la réalité virtuelle, non, en fait, plus on forme, moins ça va revenir cher. Et à un moment aussi, ça va croiser la courbe des coûts des e-learning et avec une efficacité bien plus grande. Et si on passe au slide suivant, maintenant, je vais rentrer un peu plus dans ce qui rend la réalité virtuelle, ce qui en fait un mode pédagogique vraiment intéressant à intégrer dans vos pratiques, si vous êtes formateur. Et pour ça, en fait, au lieu de vous décrire la réalité virtuelle, je vais plutôt revenir sur comment on apprend. Et du coup, comment, voilà, on a appris comment le cerveau apprenait, maintenant comment on le met en œuvre grâce à la réalité virtuelle. Alors la première chose à savoir sur l'apprentissage, c'est que on apprend mieux quand on est dans un environnement très proche du réel. Quand le corps et le cerveau sont capables de pratiquer en fait les mêmes réponses motrices en fait et de recevoir le même type de retour d'information que celui que j'obtiendrai dans le monde réel. Par exemple, si je reprends Mathieu qui passe son entretien, évidemment, ça sera plus réaliste s'il est dans un scénario d'entretien que s'il lit ça dans un livre. Avec les modes de formation classiques, aujourd'hui, au lieu de vivre une situation, les apprenants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils lisent, ils regardent une vidéo, ils écoutent une conférence, mais aucune de ces approches ne peut finalement se comparer à l'expérience réelle, car ils n'ont pas ce qu'on appelle la validité écologique pour l'apprenant. Et du coup, ce qui se passe, c'est que au niveau du cerveau, les connexions cérébrales ne sont absolument pas sécurisées et en fait, je ne retiens pas l'information. Donc, c'est ce qu'on a vu précédemment avec la théorie de Edgar Dale. Le deuxième levier sur lequel la réalité virtuelle joue, c'est la répétition. Si je prends une formation présentielle, bien souvent, ça arrive une fois par an sur un sujet, je vais passer la journée, on va, entre guillemets, me bourrer le crâne, quel que soit le talent du formateur, on est bien obligé de faire ça. Avec la réalité virtuelle, l'idée, c'est de l'avoir intégrée dans mes pratiques de travail et de formation, dans mon quotidien de travail. Et donc, je vais avoir un équipement qui va me permettre, à chaque fois que j'en ai besoin, de rejouer le scénario, de le rejouer autant de fois que je veux, et donc ancrer mes compétences. On est dans l'analogie de l'entraînement sportif. Si je prends une masterclass de golf avec Tiger Woods, je vais passer un moment génial. Mais si je reviens pas toutes les semaines sur le practice de golf, je ne progresserai jamais. C'est la même chose pour notre cerveau. Troisième levier, la simulation de réalité virtuelle, l'entraînement, il peut s'adapter au fur et à mesure. Et là, si je reprends encore une fois l'analogie avec la formation présentielle, un formateur, quand on a la chance d'avoir un coach qui nous accompagne sur une longue période, qu'est-ce qu'il fait ? Il va adapter le niveau de jeu, entre guillemets, à ma progression. Là, la réalité virtuelle va pouvoir le faire aussi, il va pouvoir varier les scénarios, corser les parcours d'apprentissage, et on peut encore une fois l'étaler sur une longue période pour respecter notre processus d'apprentissage qui se base beaucoup sur l'essai-erreur et la recherche.
Le quatrième point, c'est facile à comprendre, j'ai déjà un petit peu dit, il vaut mieux des petites sessions répétées fréquemment que une grosse session très lourde. Le cerveau l'absorbe mieux. Cinquième levier, je vais avoir, grâce à ce qu'a expliqué Aurore précédemment, un feedback qui va être riche. Et donc là, je prends l'analogie de la montre connectée, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de joggeurs aujourd'hui. Il y a bien sûr une préoccupation pour le bien-être, mais il y a le fait qu'on a des petits objets qui sont des montres connectées sur lesquelles on monitore notre progression. Et on a besoin de ça pourquoi ? Pour s'accrocher et continuer à s'entraîner. C'est pareil pour le cerveau et les apprentissages. Et le sixième point, on en a un peu parlé aussi, c'est la connexion émotionnelle. Et là, je vais m'arrêter un petit peu parce qu'il y a vraiment des choses phénoménales dans la réalité virtuelle. Aujourd'hui, grâce à la réalité virtuelle, je peux me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Je peux me mettre, par exemple, je peux regarder mes mains et voir qu'elles sont noires. Je peux me retrouver dans un fauteuil roulant et être confrontée au monde que vit quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que, en fait, je vais pouvoir adopter un autre point de vue que le mien et je vais pouvoir avoir une connexion émotionnelle avec la globalité d'un sujet, y compris par le biais d'un autre corps que le mien. Et ça marche. Pourquoi ? Parce que la formation, elle doit bien sûr reproduire fidèlement non seulement l'environnement et les actions, mais aussi la réponse émotionnelle que l'apprenant a dans le monde réel. Le stress que je ressens, par exemple, l'anxiété, la surprise, ça, c'est des choses extrêmement importantes. On n'apprend pas de la même façon en situation de stress ou en situation normale. Et on n'a pas la même réaction. Ça, c'est utilisé, vous voyez l'image qui est sur le slide, c'est un entraînement des policiers aux États-Unis. Et effectivement, on les prépare à gérer une situation où ils vont être sous stress. Et ça, on peut le faire que dans la réalité virtuelle, parce que évidemment, on va pas mettre la personne dans un scénario réel avec une grosse prise de risque et des armes à feu. En fait, la réalité virtuelle, elle va permettre d'incorporer des niveaux de présence et d'immersion dans l'entraînement qui vont faire qu'on va pouvoir reproduire un état émotionnel. L'apprenant, il va ressentir, il va vivre une expérience. Son cerveau pense réellement qu'il vit une expérience et donc non seulement il y a des compétences qui sont en jeu, mais il y a aussi des émotions. Et en fait, le fait de ressentir ces émotions, c'est ça qui va doper l'apprentissage. Et ça, il n'y a rien, à part la réalité virtuelle, il n'y a rien qui permet de faire ça aujourd'hui dans les modes d'apprentissage. Si on passe au slide d'après, je crois que c'est la phase de questions-réponses. Si vous en avez, j'espère. La parole est à vous. Du coup, on a revu ici tout ce qui différencie du coup la VR des autres pratiques de la formation et en quoi celle-ci pouvait apporter un réel changement dans le game, on va dire. Et ainsi, du coup, si vous avez des questions sur la pratique ou les pratiques que l'on a évoquées et comment celle-ci fonctionne, n'hésitez pas. Je crois qu'une fois de plus, on a été très clair. Ouais, ou alors on en parlait trop vite, ou alors tout le monde a très très faim, et moi aussi. C'est pas grave, il n'y a pas de question tout de suite. C'est normal, le cerveau il réagit comme ça. Là, je suis en train de vous bombarder, et Aurore aussi, de beaucoup d'informations. En plus, vous avez faim. Donc, ce qui probablement va se passer, c'est que tout ce qu'on a dit là, j'espère que ça va maturer. Vous aurez peut-être des questions, mais sachez qu'on y répondra avec plaisir aussi après le webinaire, puisque comme vous avez vu, on est passionné par notre sujet et on est toujours à la recherche d'échanges avec les autres sur ce point-là. Donc, n'hésitez pas. Du coup, maintenant, on va entamer la phase du processus qui nous intéresse le plus. Comment commencer et comment se lancer dans la formation du coup en réalité virtuelle et comment s'en servir. Donc, par où commencer, je crois. Et c'est moi qui prends le relais. Je te remercie Quentin. Alors, sur la suite. Donc l'idée, c'est de se dire comment on fait un projet de VR. Donc là, on va plutôt vous parler de nous, comment on fait aujourd'hui. Donc comme tout projet en fait d'immersive learning ou même de digital learning pour être plus précise, on va démarrer avec les besoins, les objectifs pédagogiques. Et donc pour ça, il faut un ingénieur pédagogique pour l'immersive learning dédié à la VR.
Donc en l'occurrence, c'est ma partie chez WeDid. Et développeurs 3D, développeurs pardon, qui utilisent Unity ou Unreal Engine, qui sont deux moteurs en fait de jeu, en fait de rendu de jeu, qui permettent de développer des expériences en réalité virtuelle. Un modeleur, donc c'est plutôt quelqu'un qui fait de la 3D, pour le coup j'ai interverti tout à l'heure, qui va créer des modélisations, donc des objets en 3D, des environnements, etc. Et puis l'expert métier, donc soit il est interne à l'entreprise, soit il est externe sur un sujet bien précis, comme un psychologue, etc. Par exemple pour une expérience sur les discriminations, sur le harcèlement, etc. Donc là on va s'entourer à chaque fois de différentes personnes, et donc l'équipe elle est au minimum, on va dire, de 4 personnes. Après, vous pouvez scinder les postes comme vous le souhaitez au sein de votre entreprise ou comment travaillent vos partenaires. Nous, en tout cas, on fonctionne comme ça. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin sur la démarche, donc pour réaliser des contenus en 3D, nous, on utilise une démarche qu'on appelle 4D. Donc, nous, on va accompagner nos clients en fait tout au long de sa démarche, donc de la mise en place d'une formation d'apprentissage digitalisé. On va lui préconiser la meilleure solution, que ce soit un e-learning ou de la VR si besoin. En fait, il ne faut pas utiliser la VR non plus quand il n'y en a pas besoin. On est vraiment sur de la mise en pratique. Et avant la mise en pratique, il y a forcément du théorique. Donc voilà, on est là, ce qu'on disait tout à l'heure, on l'a répété plusieurs fois, mais la réalité virtuelle est là pour faire des situations, réaliser des situations qu'on aura du mal à reproduire, qui sont trop coûteuses, qui sont pas assez impactantes quand on les fait dans une salle de classe. Je pense typiquement à la prise de parole en public, en fait, où quand on s'entraîne avec 10 personnes, ça n'a pas du tout le même effet que parler face à un amphi. Un amphi rempli, on l'a pas tous les 4 matins. La réalité virtuelle permet de le simuler. Et donc sur cette démarche de réalisation, en fait, nous, on part du diagnostic, donc de quoi a besoin le client. Donc, est-ce que c'est de la VR? Est-ce que c'est un e-learning? Est-ce que c'est uniquement une formation en présentiel, un hybride VR présentiel, e-learning, VR présentiel? Voilà, on peut tout imaginer. Ça va dépendre vraiment du besoin. Et ensuite, il y a la phase de design, de développement, et puis la diffusion. Bien sûr, c'est toujours itératif quand on crée un projet. Peu importe le projet, c'est très bien d'avoir des itérations et de faire un cycle en fait entre les phases 2 et 3. Ensuite, pour la diffusion, nous forcément, on va utiliser notre plateforme qui est un peu comme un Netflix de la formation, un LMS, ça dépend comment vous le voyez. Et il y a aussi une phase qui est très importante, c'est qu'est-ce qu'on veut en retenir et qu'est-ce qu'on veut capter comme information suite à cet apprentissage en VR. Quelles données vont être importantes à analyser pour valider en fait le processus d'apprentissage. Donc c'est ça qui est important aussi de mettre en place dès le début, en fait dans la phase de diagnostic, en fait se dire de quoi j'ai besoin et qu'est-ce qu'il va falloir analyser pour que mon apprenant il ait validé ses compétences à la fin de l'expérience en VR. Donc tout ça, c'est quelque chose qui se réfléchit donc avec les experts métiers, avec le client, avec nous, donc là, WeDid, parce que je parlais de notre méthodo à nous, il y a d'autres personnes qui pourront parler de leur méthodo. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, c'est dès le départ de se poser les bonnes questions, pourquoi j'ai besoin de faire ce contenu et qu'est-ce que je veux en tirer derrière. Ça marche pour un e-learning aussi, hein. La méthode, elle n'est pas que pour la VR. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Donc je vais laisser le relais à Anne-Sophie la suite. Ouais. Oui, donc moi je vais aller je vais vous raconter une histoire en fait. Je vais vous raconter notre histoire à Aurore et moi, en l'occurrence. Pourquoi on en est arrivé là? D'où est né en fait WeDid et WeDid Immersive? Bien, en fait, on travaillait ensemble chez Orange il y a fort longtemps, et en fait, on a à un moment voulu faire un prototype. Donc un simulateur de prise de parole en public, hein, c'est ça qu'on a retenu comme sujet, pour en fait démontrer que on pouvait réellement s'entraîner en réalité virtuelle à prendre la parole en public. Donc ça, c'était pour les gens d'Orange. C'était aussi en réaction à ce qu'on voyait sur le marché autour du traitement des phobies grâce à la réalité virtuelle. Et moi, j'aime bien parler du bon sens populaire qui fait qu'on sait depuis bien longtemps que la meilleure façon d'apprendre, c'est en faisant. Et donc, on a voulu incarner ça et on a développé ce simulateur de prise de parole en public. On l'a testé sur énormément de gens au sein d'Orange et ailleurs.
On a même gagné un prix au salon de référence de la réalité virtuelle qui est la Val Virtual, ça c'était en 2017. Sauf que après, naïvement, on pensait que c'était gagné, qu'on allait pouvoir former tous les gens d'Orange à mieux parler en public, à être plus concis en réunion aussi pour nous faire gagner du temps à tous. Voilà, on pensait vraiment qu'on avait trouvé le truc qui marchait, la fameuse martingale, comme au casino. Et en fait, non, parce que on s'est retrouvé face à un problème, c'est que premier problème, il n'existait pas sur le marché d'outils de diffusion à large échelle et de façon sécurisée de contenu de réalité virtuelle pour s'entraîner. Et deuxième sujet, on n'avait pas d'outils ou de normes, ou peu importe comment ça s'appelle, on n'avait pas quelque chose en fait pour collecter les données et prouver, notamment aux gens qui étaient censés me donner l'argent pour développer mes projets au sein d'Orange, je pouvais pas leur dire, voilà, si, j'ai X% de progression sur la compétence oratoire. Je pouvais pas leur dire parce que j'avais pas ce retour en fait sur l'expérience de réalité virtuelle. C'est de là qu'est né WeDid. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, en fait, puisque ça n'existe pas, soyons fous, soyons folles plutôt, on va le créer. Et ça, c'est ça qu'on est en train de faire. Donc, en fait, WeDid Immersive, c'est une plateforme d'entraînement en réalité virtuelle. Nous, on sélectionne, on scanne le marché, on sélectionne les meilleurs contenus pédagogiques parce que Dieu sait qu'il en existe des contenus de réalité virtuelle. Il y a beaucoup de gens qui se mettent sur ce marché parce que vous avez vu le chiffre tout à l'heure, 12 milliards, ça fait rêver tout le monde. Mais d'un point de vue pédagogique, il y en a nettement moins qui sont vraiment efficaces et qui permettent d'apprendre. Et puis, évidemment, c'est moins cher que de faire développer un contenu sur mesure. Donc, c'est ça WeDid Immersive. Et si on passe au slide d'après, en fait, moi, j'aime bien aussi dire, parce que je trouve que c'est important, pourquoi, qu'est-ce qui nous anime. Nous, ce qui nous anime, et moi personnellement, c'est que j'estime que j'ai eu beaucoup de chance. Mes parents sont professeurs, donc déjà ça aide puisque en fait ils m'ont bien guidée sur la façon dont j'apprenais, ils m'ont bien guidée aussi sur les parcours professionnels à viser et les formations. Et donc j'ai fait un bon lycée, j'ai fait une prépa. Et après, j'ai eu la chance, notamment chez Orange, d'avoir accès aux meilleures formations par les meilleurs formateurs parce que je faisais partie quelque part d'une élite. Mais il faut savoir qu'en France, il y a seulement 50% des gens qui se forment, enfin qui bénéficient de la formation professionnelle. Et j'allais dire, c'est toujours un peu les mêmes quand on regarde les chiffres. Et nous, notre ambition, à travers WeDid Immersive, c'est que chacun puisse développer ses compétences efficacement tout au long de sa vie. Et ça nous différencie de pas mal de gens. Nous, on n'est pas une entreprise de formation qui vend la VR parce que c'est trendy, on va dire, parce que c'est tendance. Nous, notre métier, c'est de permettre à chacun de développer ses compétences. Et comment on fait ça ? En lui fournissant les meilleurs outils d'entraînement, dont la réalité virtuelle, mais surtout en l'aidant à comprendre comment il apprend et en aidant les entreprises, son entreprise en l'occurrence, à cette personne, ses formateurs et ses managers à mieux l'accompagner par cette approche qui utilise des datas, mais les datas pertinentes et une approche évidemment pédagogique. Voilà, c'était un peu le mot de la fin avant l'échange final, s'il y en a. Quentin, merci. Du coup, oui, on a une question. Il y a Nathalie qui vous demande comment intégrer la dynamique de groupe dans notre solution. Du coup, en fait, on peut utiliser des expériences en multijoueur, donc mettre plusieurs personnes avec un casque et être dans le même environnement. Donc, il peut y avoir une dynamique de groupe de cette manière-là. Il existe des expériences sur le marché pour de la collaboration d'ailleurs. Après, on peut aussi faire un hybride dans le sens où on va avoir une personne qui est dans la réalité virtuelle et une personne qui est dans le monde réel, physique. Voilà, donc il y a des jeux qui existent qu'on peut utiliser nous pour la cohésion d'équipe. Donc c'est un jeu de désamorçage de bombes par exemple qui il y a une personne, pour vous donner un exemple un peu concret, en fait, il y a une personne qui est dans le réel avec le manuel pour désamorcer la bombe. Et dans le virtuel, la personne est face à la bombe et elle doit donner toutes les indications possibles et inimaginables à l'autre personne ou aux autres personnes d'ailleurs qui ont le manuel, ils peuvent être à plusieurs, pour désamorcer cette bombe. Donc l'idée là est de travailler sur la communication. Donc on s'en sert comme ça, nous, en formation, parce que la personne qui est en VR va devoir communiquer les bonnes infos pour qu'après, dans le manuel, la personne puisse lui donner toutes les directives
pour désamorcer la bombe. Après, je sais pas, Anne-Sophie, tu as d'autres exemples? On avait aussi chez Orange pour... Ouais. En fait, alors, la réalité virtuelle, en fait, elle peut effectivement s'intégrer dans une formation présentielle. C'est le cas le plus fréquent aujourd'hui. Ou alors, elle peut être autonome. C'est-à-dire qu'il y a une borne de réalité virtuelle, en fait, un équipement qui est mis dans les locaux d'une entreprise et les gens viennent se former. Donc, c'est ce qu'on avait fait à un moment chez Orange et on va le refaire là chez un client prochainement, où les gens viennent en binôme. Donc en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont déjà s'entraîner avec le casque, tout ça, s'équiper, mais ils vont pouvoir aussi, se mettre dans la peau du coach. Et à ce moment-là, ça a aussi un bénéfice pédagogique, c'est que j'apprends à aider mon partenaire et du coup, je comprends mieux aussi la façon dont on apprend. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est parfois aussi d'apprendre à autrui. Voilà. Ça, c'est une première chose. Sinon, moi, j'utilise un simulateur de prise de parole en public dans mes formations présentielles. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs avec Quentin dans son école. Et là, en fait, en général, c'est sous forme d'atelier, c'est-à-dire qu'on fait une formation plutôt classique, on va dire, où on dispense les aspects théoriques sur qu'est-ce que c'est un bon pitch, comment structurer un contenu avant une prise de parole. Et à un moment, au lieu de faire l'exercice peut-être devant juste les gens qui sont avec moi dans la formation, là, chaque apprenant en fait va passer à tour de rôle dans le simulateur et va pouvoir faire sa prise de parole. Et les autres participants, toujours pour garder cette dynamique de groupe, en fait, eux, ils sont dans la peau du public, donc ils voient en fait sur l'écran d'ordinateur, ils sont face à la personne qui prend la parole, ils n'ont pas le même point de vue, et donc du coup, ils vont pouvoir observer est-ce que la personne qui a le casque balaye bien la salle du regard, est-ce que son intonation est bonne, et est-ce que quelque chose de positif, quelque chose de négatif, et peut-être aussi dire si la personne les a convaincus. Voilà, donc c'est comme ça qu'on arrive à l'intégrer dans une pratique collective aujourd'hui. Et effectivement, comme le disait Aurore, l'avenir, c'est aussi les expériences collectives, quoi. Merci Anne-Sophie, du coup j'espère qu'on a répondu à la question de Nathalie. Et nous n'avons pas d'autres questions, voilà, c'est ça. Très bien. J'espère que du coup c'était clair et compréhensible pour l'ensemble des participants. Si vous avez des questions, comme l'a dit Anne-Sophie et Aurore, vous pouvez toujours nous les envoyer par email ou les mettre dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Et on espère aussi vous retrouver prochainement pour continuer à approfondir un peu mieux ces notions. Merci à tous. Bon appétit. Merci. Merci à tout le monde. Bon appétit aussi. Au revoir.